Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Pax Pamir, deuxième édition, publié par Whirligig Games en 2019. Dans cette vidéo, nous allons voir les conditions de victoire, mais avant tout, chose promise, chose due, puis ça va être un petit refresh pour le setup. Je vais vous montrer comment le setup fonctionne dans le module Vassal. Quand vous ouvrez le module, je pense que c'est assez clair. Click here to get started. Alors moi, j'obéis. Je clique ici, apparaît cette petite fenêtre-là. Je vous recommande, moi, de décocher Set Player Names Automatically. Ça va vous permettre de nommer les joueurs par leur vrai nom, ce qui est quand même pratique. Je vous recommande de décocher que les mains de cartes des joueurs soient cachées. Une main dans un pack, ça devrait être public. La majorité du temps, dans Pax Renaissance, c'est public. Là. Vous savez, si vous avez une mémoire d'éléphant, là, vous allez vous rappeler de toutes les cartes que tout le monde a achetées. Il n'y a rien de secret là-dedans. Mais c'est un défi des fois en play by email. Là, une semaine plus tard, une game qui bouge pas vite en play by email, là, c'est quoi les cartes que lui a dans les mains, là? Fait que c'est un peu plate, là. Fait que moi j'aime ça pouvoir aller voir les mains de chaque joueur. Là. C'est comme je dis, c'est pas un crime, c'est de l'information qui devrait être publique. Anyway. Puis je vous recommande d'utiliser cette belle automation-là dans le module, là, Show Numbers in the Dominance Bar, là, qui vous montre à un moment X là, qui est en train de gagner ou qui est dans une bonne posture pour le prochain Dominance Check. Ensuite, vous cochez le nombre de joueurs que vous êtes. Si vous avez des amis toqués qui ont des préférences de couleurs, vous pouvez les sélectionner ici. J'en suis un, je joue pas mal toujours avec le bleu. Et puis quand j'ai pas le bleu dans n'importe quel jeu, je suis dépaysé, je perds tous mes moyens. Ensuite, vous cliquez sur le piton Input Names. Alors, ça va vous demander comment s'appelle le joueur rouge, comment s'appelle le joueur bleu, comment s'appelle le joueur noir et comment s'appelle le joueur tan. Ça va venir mettre ça ici. Et là, faites confiance à la technologie. Vous allez peser sur le piton Start Game. Et voilà, c'est fait. Alors, Vassal choisit automatiquement le premier joueur aléatoirement qui va choisir sa loyauté. Arrange aléatoirement aussi ce qu'on appelle le seating, là, dans quel ordre les joueurs sont assis entre guillemets à la table. Et puis c'est représenté aussi par ce petit dessin graphique-là. Là. Fait que moi, je vais être le premier à choisir ma loyauté. Mon tableau de cartes va être à gauche. Ensuite, c'est Adam qui va être ici, Léo qui va être à droite, Bruce, c'est-à-dire qui va être à droite, puis Léo qui va être en bas. Et Léo étant le dernier à choisir sa loyauté, c'est d'ailleurs rappelé ici, Léo va être le premier à jouer comme tel. Le marché a été populé automatiquement, le deck a été bâti automatiquement, j'ai pas vu d'erreur, tout est correct, le nombre d'événements 6 événements mélangés dans le deck selon les piles qu'on a parlé aux dernières vidéos, les cartes de dominance à la bonne place, des piles en fonction du nombre de joueurs. Là, ma foi, c'est vraiment merveilleux. 4 $ distribués à chaque joueur. On est carrément prêt à partir. Fait que, on choisit notre loyauté. Là, dans Vassal, on fait ça en cliquant à droite sur le 10. Fait que moi, je pourrais dire, ah, tiens, je vais être British. Mettons, il y a 3 cartes British dans le market, je vais être British, Adam pourrait décider d'être Afghan, Bruce pourrait décider d'être Russe, puis Léo pourrait décider, voyant ça, là, de me suivre, moi qui est un joueur d'expérience, puis d'être British lui aussi. Puis là, Léo ferait son premier tour, la game commencerait officiellement. OK, les win conditions maintenant. Curieusement, c'est peut-être la partie qui est la plus tricky dans le jeu. Là. Bon, je dois dire, c'est pas simple nécessairement comme condition de victoire. Ça fait tout du sens thématiquement. Puis une fois qu'on le comprend, ça va. Et c'est une chose est sûre, par exemple, c'est très excitant. Là. Fait que bon, attachez-vous là. Donc, on a une traque de points de victoire autour du tapis. Alors les joueurs bougent leur cylindre spécial là, autour de cette traque-là pour là, garder la traque là, de combien de points de victoire ils ont. Lorsque la quatrième carte de Dominance qui est mélangée, qui devrait être assez basse dans le deck, là, qui devrait être dans les dernières 10 cartes ou à peu près du deck, lorsque la dernière carte de Dominance est résolue, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. On part avec ça. Là, le trigger de fin de partie, c'est quand la quatrième et dernière carte Dominance est résolue. On va voir comment ça se produit prochainement. Là. Et là, à ce moment-là, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. En cas d'égalité, le joueur qui a le plus d'étoiles rouges dans son tableau, ou ce que le jeu appelle sa court, sa cour, le joueur qui a le plus d'étoiles rouges dans sa cour, qui est à égalité, là, gagne.
Alors, le nombre d'étoiles rouges dans votre cour, c'est le premier tiebreaker en cas d'égalité au niveau des points de victoire. Si les deux joueurs qui sont à égalité au niveau des points de victoire ont le même nombre d'étoiles rouges, là, c'est celui qui a le plus de fric, celui qui a le plus de roupies. Et si encore là, les joueurs sont égales, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est écrit dans le rulebook, c'est le joueur qui peut cuisiner le meilleur kebab qui gagne. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ce genre de blague, voyez-le comme une victoire partagée. Sinon, ben, passez à la cuisine, puis allez voir finalement, là, mettez les deux joueurs ex aequo à rude épreuve pour savoir là, qui l'emporte. L'autre chose qui ajoute du piquant puis qui fait qu'on ne peut pas laisser là, quelqu'un s'en aller en avant trop loin, là, à tout moment, si un joueur a 4 points de victoire ou plus de plus que tous les autres joueurs, il gagne automatiquement, même si on n'est pas rendu à la quatrième carte de Dominance. Par exemple, suite au deuxième check de Dominance, là, on y arrive, ce ne sera pas long. Là, si la situation est comme ça, eh bien, je gagne parce que j'ai 4 points de victoire ou plus que tous les autres joueurs. Donc, c'est pour empêcher quelqu'un d'aller trop loin en avant, là, sinon on va se rendre jusqu'à la quatrième carte de Dominance. Parlons-en, là, dans le fond, comment les score-t-on, ces points de victoire? Je suis sûr que ça vous intéresse. Alors, on l'a vu dans le setup, il y a 4 cartes de Dominance qui sont mélangées dans le deck, qui devraient commencer à apparaître là, à partir d'à peu près la moitié du deck, là, puis à intervalles réguliers ensuite jusqu'à la fin. Un jour, une de ces cartes de Dominance-là va apparaître dans le marché, parce que ce marché-là, là, comme la tradition des packs, là, les joueurs vont acheter des cartes dans ce marché-là, ça va créer des trous dans le marché, puis on va constamment, là, comme on dit, rafraîchir le marché, là, c'est-à-dire tasser les cartes vers la gauche, là, puis leur prendre des cartes du deck, puis les embarquer dans le marché. Par exemple, si moi j'achète cette carte-là, puis cette carte-là pendant mon tour, ben, ça a laissé deux trous. Dans le jeu physique, là, je prendrais ces trois cartes-là, j'ai tasse à gauche, je prends ces trois cartes-là, j'ai tasse à gauche et je viens faire un refill de ces deux espaces-là qui vont être vides maintenant. Encore là, la magie de Vassal fait ça pour nous. Là, on a un piton refresh de market où quand je pèse là-dessus, automatiquement, tout se tasse puis les cartes se refill automatiquement. Toujours est-il que tôt ou tard, les cartes de Dominance vont apparaître là. Dès qu'elles apparaissent là, elles sont disponibles pour être achetées comme n'importe quelle carte. Évidemment, au début, elles vont coûter cher. On va y revenir dans une prochaine vidéo. Là. Ça coûte 5 roupies pour les acheter. C'est assez cher. Mais au fur et à mesure que les joueurs vont acheter des cartes avant la carte de Dominance, ben, elle aussi va slider à gauche tranquillement, pas vite. Et à un moment donné, elle va devenir abordable. Et à peu près tout le temps dans Pax Pamir, il y a toujours un joueur qui a avantage, un joueur, si c'est pas plus, qui a avantage là, à ce qu'on fasse un check de dominance. Alors, ce n'est que dans les checks de dominance que les points de victoire sont distribués. C'est la seule façon de faire des points de victoire dans ce jeu-là. Puis, comme je disais, là, à un moment précis, il y a pas mal tout le temps quelqu'un qui est avantagé d'une certaine façon, là, puis qui va avoir intérêt à le faire. C'est assez rare qu'une carte de dominance là, se rend jusqu'à gauche complètement. Puis même là, le jeu a prévu ça, a prévu le coup, puis on y revient, là. Mais le dominance check va se faire pareil. Donc, quand cette carte-là est achetée, là, quand la carte de dominance, la fameuse carte rouge, là, est achetée, instantanément, on fait ce qu'on appelle justement là, un check de dominance. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? On va d'abord regarder si un de nos trois pouvoirs, britannique, afghan ou russe, domine. C'est pour ça que ça s'appelle un dominance check. Est-ce qu'il y a un de ces trois pouvoirs-là actuellement en Afghanistan qui est dominant? Et pour être considéré comme dominant, un pouvoir doit avoir sur la map 4 blocs ou plus de plus que n'importe laquelle des deux autres factions. Alors, par exemple, exemple simple, on va revenir sur les blocs dans d'autres vidéos, là, mais les blocs peuvent être debout ou couchés. Donc, ça ici, ce serait deux armées britanniques, puis je pourrais venir mettre deux routes britanniques. Alors, voici un cas où le britannique est dominant. Il a 4 blocs de plus sur la map que les Afghans et 4 blocs de plus sur la map que les Russes. Dès que l'Afghan, par exemple, vient mettre une armée à Punjab, c'est foutu, là. Alors, c'est tough pour une faction d'être dominant, mais souvent à 4, c'est ce que je trouve fascinant. C'est pour ça que, selon moi, c'est le meilleur player count. Il y a trois pouvoirs dans le jeu. Là. Il y a britannique, afghan, puis russe. Fait que à 4, c'est sûr qu'il y a un pouvoir qui va être backé par deux des 4 joueurs, au moins. Fait qu'on a la situation ici
où Marco et Léo sont loyaux aux Britanniques, Adam est afghan et Bruce est russe. OK? Et ça peut changer, mais actuellement, c'est ça la situation. On va voir dans une prochaine vidéo que Marco et Léo, chaque fois qu'ils vont placer des armées ou chaque fois qu'ils vont placer des routes, ça va être des routes britanniques. Donc, essentiellement, eux en placent 2 fois plus que les autres. Alors, on pourrait s'attendre dans une configuration comme ça là, que le British est plus à risque d'être le pouvoir dominant. Mais des fois, si les autres sont bien motivés, ils vont être capables de s'opposer à ça, là. Puis n'oubliez pas, un pouvoir doit avoir 4 blocs de plus sur la map que n'importe lequel des autres pouvoirs là, individuellement. Fait que 4 blocs de plus que dans le cas des British, 4 blocs de plus que les Afghans, 4 blocs de plus que les Russes. Ou plus. Le Britannique pourrait dominer outrageusement, là, c'est correct pareil. C'est là que ce petit visuel-là est très intéressant là, pour être capable de voir d'un coup d'œil est-ce qu'on est en situation de dominance ou non. Alors, supposons que oui, là, malgré tous les efforts, là, le russe aussi, c'est essayé, là, mais c'en est trop. Là, vraiment, on arrive, on fait un check de dominance et on se rend compte effectivement que les Britanniques sont en contrôle, sont dominants. Ben, qui on va récompenser? Nous allons récompenser les Guidons qui ont liché les Britanniques, évidemment. Alors, malheureusement, Adam et Bruce ne couchent pas avec les bonnes personnes et ça marche pas. Par contre, Marco et Léo, pour leur support, leur loyauté euh, envers l'occupant britannique, on présume, vont être récompensés via des cadeaux, via toutes sortes d'affaires, et c'est ce qui prend la forme, c'est ce que représentent un peu thématiquement les points de victoire. Mais à quel point, comment on les départage? Ben, c'est à quel point vous avez liché, justement. Fait que votre loyauté, chaque joueur a une influence, une quantité d'influence avec une et une seule faction, celle qui est représentée par son disque. Fait que présentement, Marco et Léo ont un d'influence. Et comment on fait pour avoir plus d'influence avec un pouvoir? Il y a 3 façons. On va les voir le plus en détail dans les prochaines vidéos. Vous pouvez faire des cadeaux à cette faction-là. Chaque cadeau que vous faites, vous allez venir mettre un de vos disques sur cette espèce de bijou-là ici. Et chaque cadeau augmente votre influence envers la faction de 1. Alors, par exemple, si moi j'ai été suffisamment licheux et j'ai fait un cadeau aux Britanniques, voyez ma valeur d'influence ici qui a augmenté à 2. Alors là, en ce moment, j'aurais plus d'influence. Les deux, on est loyaux envers les Britanniques, mais j'ai plus d'influence auprès des Britanniques que Léo. Deuxième façon, chaque carte patriote, ils appellent ça comme ça, une carte patriote, là, c'est quelqu'un qui était comme extrêmement là, teinté ou en faveur de la faction là, qui est représentée sur sa carte, là, qu'on voit que Joseph Wolfe, là, la barre là, de son nom est rouge avec le fameux symbole du lion britannique. Là. Donc ça, c'est un patriote britannique, ça, c'est un patriote britannique, et ça, c'est un patriote britannique. Là. Il y en a des autres factions. Là. Je vais discarter une coupe de cartes là, en espérant qu'on va en voir apparaître. Là. Fait que voilà justement 2 patriotes afghans, puis il existe des patriotes russes aussi. Alors, chaque carte patriote de la faction en question que vous avez dans votre cours ou dans votre tableau, alors si je prends M. Joseph Wolfe et que je le mets ici, vous voyez que mon influence a monté à 3. Et la dernière façon, c'est un peu plus tricky, là, puis on va en reparler dans un prochain vidéo, là, mais pour l'instant, je vous invite à voir que il y a quelques cartes où dans le bas de la carte, si on regarde notre ami Claude Wade, que je ne connais pas, vous voyez dans le bas de la carte, à l'envers, il y a comme une ligne jaune, puis le fameux l'ours russe qui est comme à l'envers, là. C'est pas pour rien, c'est que si jamais notre ami Claude est dans la cour de quelqu'un, un joueur peut, dans le fond, il appelle ça trahir, l'action de trahir ou de betray. Fait qu'essentiellement, thématiquement, un joueur peut comme l'assassiner, le capturer, l'exiler, je sais pas trop, bref, faire de quoi de pas le fun à Claude Wade. Et thématiquement, les Russes aiment ça. Les Russes apprécient. Alors, quand on voit une carte comme ça, là, malgré le fait que Claude Wade lui-même n'est pas un patriote, disons que de le faire disparaître, ça fait plaisir aux Russes. Alors, une façon d'aller chercher la faveur des Russes, par exemple, c'est de trahir M. Claude Wade. Et là, à ce moment-là, vous allez prendre la carte physiquement, vous allez la tourner et vous allez venir la mettre en dessous de votre disque. Et tout ça pour dire que ça, là, ce qu'on appelle un prix, le jeu appelle ça un prix, un prize, ça compte aussi comme un d'influence envers la faction.
Fait que je vais peut-être essayer, je vais essayer de me trouver un petit... Alors voilà, fait que si jamais joueur XYZ, là, mettons Bruce, là, c'est-tu Bruce qui est en haut? Non, c'est Adam. Alors mettons qu'Adam a lui ici, là, ben moi je pourrais faire, là, bon, on va voir là, dans d'autres vidéos, là, mais si jamais moi je réussis à trahir cette carte-là, là, qui est le Exile de Durani Nobility, je peux dire je take as prize, je prends cette carte-là comme un prix. Et dans le jeu physique, là, puis dans le module vassal, ça va être comme ça aussi. Vous allez voir, là, il va venir la mettre à l'envers en dessous de mon disque, là, juste pour qu'on voit là, l'espèce de bande de couleurs là. Et ça aussi, ça compte comme un d'influence auprès des Britanniques. Alors là, au total, j'ai 4. Un pour mon disque naturel, si on veut, ma loyauté naturel envers les British, un pour le cadeau que j'ai fait, un pour le patriote que j'ai dans ma cour et un pour le prix que je suis allé chercher. Alors, si le dominance check est successful, seuls les joueurs qui sont loyaux à cette faction-là vont faire des points de victoire. Si plus d'un joueur est loyal à cette faction-là, là, c'est là qu'on va regarder la quantité d'influence des joueurs qui sont loyaux envers les Britanniques. Celui qui a le plus d'influence va faire le plus de points. Quelle est-elle, cette paye? Dans le cas d'un dominance check qui est successful, 5 points de victoire pour celui qui a le plus d'influence, 3 points de victoire pour le deuxième qui a le plus d'influence et 1 point de victoire pour le troisième qui a le plus d'influence. Si jamais les 4 étaient, j'ai jamais vu ça, là, mais si jamais les 4 avaient été loyaux aux Britanniques, ben là, le quatrième a rien. Et en cas d'égalité, qu'arrive-t-il si, bon, il y a juste moi puis Léo, puis les deux, on avait 2 d'influence, par exemple, mais quand il y a égalité, vous prenez les deux positions qui sont à égalité, vous additionnez les points de victoire, vous divisez par le nombre de joueurs, puis si ça arrive pas juste, là, vous arrondissez à l'inférieur. Par exemple, je ne sais pas si ça va se mettre à jour automatiquement, là, si je discarte mon patriote, si j'enlève mon prix, et si je discarte cette patente-là, je suis revenu à 1 d'influence, donc je suis à égalité avec Léo. Fait que là, on se split la première et la deuxième place, 5 points, 3 points, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. Et les futés parmi vous ont vu que le module vassal garde ça à jour dynamiquement. Vous indique qu'en ce moment, si on résout un check de dominance, le bleu va faire 4 points de victoire et le noir va faire 4 points de victoire. C'est un fait d'armes incroyable dans Vassal. Je suis, excusez-moi d'être impressionné. Alors, si je ramène un autre patriote britannique dans ma cour, ben là, vous voyez, je suis revenu à 2 d'influence envers les British et encore là, le module me dit que là, si on fait le check de dominance là, je vais faire 5 points de victoire comme joueur bleu. Le noir va faire 3 points de victoire. Fait que ça, c'est Et après ça, s'il y a un check. Puis là, si on était 3 joueurs qui supportent le British avec toute la même influence, ben 5 plus 3 plus 1, ça fait 9. Divisé par 3, ça fait 3. Alors on aurait 3 points de victoire chacun, puis le quatrième aurait rien. Alors c'est impitoyable comme ça, là. Fait que bon, ça va vite, puis ça va pas vite, là. Tu sais, c'est sûr que 5 points de victoire pour moi, 3 points de victoire pour Léo. Alors, c'est sûr que Bruce et Adam, là, ils ont du rattrapage à faire, là. Il va falloir qu'ils se déniaisent. La bonne nouvelle pour eux autres, c'est que chaque fois qu'un dominance check est successful, une fois qu'on a fait la paye, des points de victoire puis tout ça, tous les blocs qui sont sur la map, British, Afghan, Russe, décrissent et s'en retournent dans le pool. Il y a un beau piton pour faire ça dans Vassal, Return All Coalition Blocks to Pool, boum. Thématiquement, c'est très bien fait. La paix revient temporairement dans le pays. Le monde arrête de chicaner. Les armées rentrent chez eux. On défait là, les routes, la logistique militaire et tout ça. Et c'est un big reset in the sky dans le pays. Tout est à refaire et tous les espoirs sont permis là, pour les joueurs qui commençaient à trouver qu'il y avait beaucoup de Britanniques sur la map. Là. Tout ça est à recommencer. Là. Fait que très intéressant comme dynamique. S'il avait fait ça autrement, ben là, c'est sûr, ça aurait probablement juste empiré. Les Britanniques auraient continué de dominer fois après fois après fois. Adam et Bruce n'auraient peut-être jamais eu une chance de se rattraper. Mais là, comme je disais, tous les espoirs sont permis. Est-ce qu'Adam veut joindre le camp britannique? Est-ce que moi-même, je veux m'en aller du côté afghan parce que là, le market a changé? Il y a toutes sortes de décisions. Là, on va voir ça plus tard. Là, mais c'est très, très riche. C'est très thématique.
Check de dominance successful. Bon, les Britanniques ont gagné une petite victoire, puis tout ça, la paix revient dans le pays, mais c'est pas long que la chicane va repogner dès les prochaines cartes. Des armées vont se remettre à réapparaître, mais au moins, on a tout reseté. OK, qu'arrive-t-il maintenant, et ça arrive très souvent, qu'arrive-t-il quand je vais réfléchir le market, on va probablement avoir une dominance qui va arriver bientôt, là, je pense, je vais faire exprès pour en faire apparaître une. Là, ça devrait y être, voilà. Dominance check, la carte ressemble à ça, là. Qu'arrive-t-il? Parce que ce qui arrive le plus souvent, curieusement, c'est que le dominance check n'est pas successful. Alors souvent, ce n'est pas concluant, on va le dire de même. Le British est amanché comme ça, l'Afghan est pas pire, il est amanché de même. Puis tu sais là, le Russe est comme ça, là. Fait que là, on achète un dominance check, oubliez ça, là, il n'y a personne qui domine. Et là, ce qui est fascinant dans ce jeu-là, c'est que là, on se fout complètement de la loyauté des joueurs. Il n'y a aucune faction qui se démarque, aucun pouvoir qui se démarque. Alors, on se fout complètement de la loyauté des joueurs. C'est pas ça qui va être payant dans ce check-là. Quand le dominance check n'est pas successful, on va regarder le nombre de disques que chaque joueur a en jeu. Celui qui a le plus de disques en jeu score 3 points de victoire. Le deuxième score 1 point de victoire. C'est beaucoup plus modeste, beaucoup plus maigre comme paye. Même si tous vos disques sont sur le board, puis personne d'autre a de disques sur le board, vous allez faire 3 points de victoire. Alors le jeu vous encourage à vous dire, à essayer de copiner avec une faction ou un pouvoir, là, puis de l'amener dominant. Là. Mais bon, par défaut, sinon, vous êtes capable de gagner une victoire sur les disques. J'ai vu des games où les 4 checks de dominance se sont toutes faites sur les disques. Puis j'ai vu des games où 3 checks de dominance sur 4 ont été successful et même pas avec la même nation. T'sais, un check avec les Russes, un check avec les Afghans, puis un check avec les British. C'est fou des fois. Là. Fait que les fameux disques, ils peuvent être à 3 endroits. Ils peuvent être sur votre disque, justement. En tout cas, officiellement, ça, ils appellent ça des cylindres. Moi, j'appelle ça des disques, mais j'avoue que ça s'appelle un disque aussi. So, alors, vos cylindres peuvent être sur votre disque comme cadeau. Ils peuvent être sur des cartes en jeu. À ce moment-là, ils sont considérés des espions. Et ils peuvent être aussi sur le board. Et à ce moment-là, ils sont considérés là, comme des chefs de tribu. Alors, 3 endroits où peuvent se trouver vos disques. Peu importe où ils se trouvent. Encore là, le module vassal va traquer combien vous avez de cylindres en jeu en ce moment. Fait que là, présentement, c'est moi qui en ai le plus. J'en ai 3 qui sont en jeu. Alors encore là, cette petite chose-là, là, très utile, informe tout le monde que si on faisait un dominance check en ce moment, le bleu score 3 points de victoire et c'est tout. En fait, les 3 autres joueurs sont à égalité en deuxième place avec 0 cylindre. Donc, ils se séparent 1 point de victoire à 3. Ça fait un tiers de points de victoire chacun. Et on round down. C'est ce qui fait qu'ils font 0 point de victoire. Mais si bon, notre ami Léo avait un cylindre de placé sur une carte, ben là, c'est Léo qui se mérite la deuxième place. Mais ça ne vaut qu'un seul point de victoire, malheureusement, pour lui. Si on était égal, ben là, on se split 3 plus 1, 4 points de victoire. On se split ça en 2. Ça fait plus 2, plus 2. Fait que ça bouge pas vite, là, les points de victoire. Là. C'est 5, 3, 1, des fois, là, on grind vraiment, là, puis on avance tranquillement, là, mais c'est pas. Il n'y a rien qui donne 20 points de victoire d'une shot là-dedans. Là. C'est vraiment là, un combat très, très, très serré. Tous les points de victoire sont importants. Et quand le dominance check n'est pas successful, la chicane est encore pognée dans le pays, alors les blocs demeurent en place. Tous les blocs demeurent en place, les cylindres, eux autres, demeurent toujours en place, successful ou non. C'est pour ça que, dans le fond, le placer des cylindres, c'est un investissement, des fois, à long terme, d'essayer de copiner avec une faction ou une autre. Des fois, vous pouvez vous faire fourrer, mais les cylindres, c'est un peu une valeur sûre, ils vous appartiennent, puis jamais ils vont être complètement nettoyés du board. Les autres joueurs vont tout faire pour vous les faire perdre, là, mais le jeu n'a pas de mécanique là, pour enlever les cylindres de tout le monde, là, à part à la fin quand on sert le jeu dans la boîte. Alors, l'autre chose que j'adore, c'est que le dernier dominance check de la game, la paye est doublée.
Alors, si lors du dernier dominance check de la game, il y a une faction ou un pouvoir qui est dominant, alors là, on va donner 10 points de victoire à la faction qui a le plus d'influence, au joueur qui a le plus d'influence, c'est-à-dire avec cette faction-là. On va donner 6 points de victoire au deuxième et on va donner 2 points de victoire au troisième. Même si ça se joue sur les cylindres, à la fin, le dernier dominance check, la paye est doublée pareil. Alors 6 points de victoire au premier, 2 points de victoire au deuxième. Ce qui est hot de ça, c'est que même si vous traînez de la patte, vous avez toujours un espoir de dire ah, mais le dernier dominance check est doublé si jamais je gagne, parce que le dominance check est successful, si jamais je réussis à être premier. Tu sais, 10 points de victoire, c'est huge dans ce jeu-là. Là, tu sais, j'ai vu des joueurs là, qui ont passé toute la game à 2, puis que justement, ils ont fait 10 points de victoire à la fin, puis ils ont switché à 12 d'une shot, puis ils ont gagné. Là. Fait que tous les espoirs sont permis jusqu'à la toute fin à cause de cette paye-là qui est doublée lors du dernier check de dominance. Deux dernières affaires. Admettons que ça n'intéresse personne, cette carte-là. OK? Pour une raison X, personne ne l'achète, les gens sont trop pauvres, ça ne leur tente pas, ils attendent un monde meilleur, je ne sais pas trop. Puis là, on finit par acheter toutes ces affaires-là, puis on finit par se retrouver dans une situation comme ça. Alors, dans la séquence, quand vous arrivez à la fin de votre tour, puis vous arrivez pour rafraîchir, entre guillemets, le marché, combler les trous qui ont été faits, si jamais il y a une carte de dominance qui est rendue ici, à la colonne 0, ça l'arrive pareil. Ça l'arrive maintenant. Même si personne ne l'a acheté, si la carte de dominance se retrouve à gauche complètement lorsqu'on arrive pour rafraîchir le market, c'est vrai pour tous les événements. Alors ça, c'est considéré dans le fond un type d'événement. C'est un dominance check. C'est pour ça que c'est écrit sur la carte. Si c'est discarté, vous faites un dominance check. S'il est successful, vous clearez tous les blocs de la map. Si elle est achetée, même affaire. Vous faites un dominance check. Si c'est successful, vous clearez tous les blocs de la map. Alors, l'effet du dominance check, qu'elle soit discartée ou qu'elle soit achetée, c'est exactement la même chose. Tandis que la plupart des événements, là, on va en faire la revue ensemble, c'est différent si l'événement est discarté par rapport à si l'événement est acheté par un joueur. Alors, on ne peut pas y échapper au dominance check. Ceux qui savent jouer à PAX Renaissance ou qui ont écouté mes vidéos, là, je disais dans cette vidéo-là que des fois, il y a des comètes qui sont l'équivalent des dominance checks qui peuvent tomber dans l'oubli. C'est pas le cas des dominance checks. Soit qu'un joueur va les acheter ou qu'ils vont finir par se rendre à gauche complètement, puis ils vont arriver pareil. Alors ça, c'est la première twist. Fait que dans ce cas-là, là, j'arriverai pour refresher le market. Avant de refresher le market, je regarde est-ce qu'il y a des événements dans la colonne 0. Si oui, je les résous de haut en bas. Là. Dans ce cas-là, exceptionnellement, j'en aurai deux. Fait que je ferai l'action if discarded de cette carte-là et je ferai l'action if discarded de cette carte-là qui est un dominance check. Ensuite, je discarterai les deux et là, je ferai mon refresh de market. Et l'autre affaire que je trouve vraiment brillant et excellent, là, excusez, là, on doit être proche dès que ça arrive, là. Voilà. Alors, si vous faites un refresh de market et que là, vous avez deux cartes de dominance, fait qu'on suppose, admettons, là, je suis capable de gosser, là. On suppose que celle-là était comme ici, là, en fait, là, puis qu'elle n'aurait pas été nécessairement discartée. Fait qu'elle est ici, tout le monde branle dans le manche, personne ne veut l'acheter. Puis à un moment donné, quelqu'un fait un refresh de market et on se retrouve avec deux cartes de dominance dans le market. Il y a un dominance check qui arrive tout de suite. Et les deux cartes sont défaussées. Et on va refresher le market après. Donc, dépendamment comment vos cartes de dominance sont placées dans le deck, là, si vous en avez deux qui sont proches, là, des fois, là, vous allez voir une carte de dominance qui arrive. Ah, cool, une carte de dominance, ça coûte cher, on va attendre, j'ai encore le temps de me préparer. Puis à un moment donné, bang, il arrive une autre carte de dominance, ils appellent ça l'instability. L'instabilité, là. Deux cartes de dominance en même temps dans le market, on fait un check de dominance, on discarte les deux cartes, puis après ça, on refresh. Ça garde une tension là, incroyable là, quand il y a une carte dominance qui traîne dans le market. Là, on est là, oh, si la prochaine s'en vient, puis tu sais, j'ai-tu le temps, ça a-tu le temps de revenir à mon tour? C'est excellent et ça diminue le nombre de payes de points de victoire. Parce que si ça arrive une fois dans une game, ben, vous allez avoir trois payes de points de victoire plutôt que quatre. Alors, c'est pas banal. C'est même théoriquement possible que ce scénario-là arrive deux fois dans la game. La première fois avec les cartes Dominance 1 et 2, puis la deuxième fois avec les cartes de Dominance 3 et 4.
Je pense pas que j'ai jamais vu ça, mais en théorie, c'est possible. Et si jamais ça arrive avec la troisième et la quatrième carte de Dominance, ben la game se finit, là. C'est la quatrième carte de Dominance qui prend le bord. Alors on fait un dernier check de Dominance, on double les points de victoire qui sont attribués, puis après ça, la game se finit. Qui a le plus de points de victoire gagne. Alors c'est vraiment, vraiment, là, faut le voir en action pour le croire, là. Mais c'est très tendu, là. Puis ça arrive vite, là. Vous allez faire 2 tours à peu près, là. À 4 joueurs, là, vous allez faire 2 tours, là, puis il y a une carte de dominance qui arrive. Elle coûte cher, mais Chris elle est déjà là. Puis là, vous commencez à checker le fric de tout le monde. Ah, lui va l'acheter d'après moi parce qu'il est en avance. T'sais, vous êtes déjà sous pression, là. Puis on dirait, sitôt acheté, les gens achètent encore une coupe de cartes, puis tout ça. Puis là, ben, arrive une autre carte de dominance. C'est comme je dis, c'est tendu, puis c'est rapide, puis il n'y a pas de downtime. C'est vraiment là, euh, de très très bonnes conditions de victoire. Moi, je trouve ça là, succulent puis excellent. Puis n'oubliez pas, là, je le répète, si à n'importe quel moment un joueur a 4 points de victoire de plus que n'importe qui d'autre, c'est terminé. Fait que j'ai déjà vu un joueur, là, un peu comme dans ce scénario-là, là, on fait un premier dominance check en apparence anodin. Bon, ben, le bleu a fait 5 points de victoire, l'orange a fait 3 points de victoire. Bah, c'est cool, c'est cool. Arrive un prochain check de dominance, le bleu a le plus de cylindres. Fait que le bleu fait 3 points de victoire, puis genre le rouge fait 1 point de victoire. Game over. Deuxième check de dominance, ça fait 45 minutes qu'on a starté la game. Game over. Le bleu a 4 points de victoire de plus que tout le monde, c'est terminé. Fait que même ça, faut watcher ça. Faut quasiment jamais que quelqu'un fasse 2 fois là, de suite la plus grande quantité de points de victoire parce qu'il va écarter tout le monde en arrière. Fait que dynamique très intéressante. Puis n'oubliez pas, attendez pas d'être le joueur qui reçoit le plus de points de victoire pour acheter la carte de Dominance. Là. Je vais redonner un exemple, admettons. Là. On va remettre le Britannique dominant. Là. On arrive autour de Léo dans ce scénario-là. Léo a la possibilité d'acheter la carte de Dominance. Mettons qu'on est au début de la game. Là. La game est jeune. Ben, tu sais, là, tu vas, je veux pas l'acheter parce que Marco va faire 5 points de victoire. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir. On n'a pas beaucoup d'occasions de faire des points de victoire dans ce jeu-là. Fait que Léo, tu vas faire 3 points de victoire si tu achètes la carte de Dominance. Fais-le. Fais-le. Faut pas que tu regardes nécessairement. Ah, ben Marco, lui, va en faire 5. Oui, mais toi, tu vas en avoir 3 de plus que Bruce, puis 3 de plus qu'Adam. Tu viens d'écarter 2 des 4 joueurs de la table, 2 de tes 3 adversaires. Tu viens de prendre 3 points de victoire d'avance sur eux autres. Alors oui, ça vaut la peine. Parce que qui sait si Léo la laisse passer, la dominance check, qui sait ce qui peut arriver? Quelqu'un d'autre va se joindre aux British. Quelqu'un va rajouter un paquet d'armées. Les British seront plus dominants. Quand le train passe et que vous avez une chance de faire des points de victoire, même si vous n'êtes pas en première position, là, moi je vous conseille d'acheter la carte de Dominance. Là. On reviendra peut-être sur les stratégies en cours de route. Fait que je suis conscient que c'est encore un peu abstrait. C'est les conditions de victoire. Mais là, si vous commencez à baver, vous dites là, Marco, explique-nous les icônes, puis explique-nous les affaires, puis comment est-ce qu'on fait là, pour jouer ces patriotes-là, là, puis licher les bonnes personnes au bon moment. Là, c'est ce qu'on va parler là, dans le prochain vidéo. Dans le fond, on va parler là, de acheter puis jouer des cartes. Là, puis ça devrait être clair dans votre esprit, là, mais il vous reste encore là, des croûtes à manger pour être de bons joueurs, là, mais on avance dans les règles, mais je trouvais que d'avoir les conditions de victoire en tête dès le départ, là, ça va vous aider là, pour le reste des vidéos. À plus!